salut Facebook! Il y a quelques semaines, je t'avais parlé que je voulais faire un tutoriel sur comment faire des couteaux parce que j'avais des gens qui m'avaient demandé « Hey Jonathan, est-ce que c'est difficile de faire des couteaux? » Vous allez voir, c'est pas très compliqué de faire un couteau. J'ai une rectifieuse d'angle qui est bien important. Je vous montrerai pas comment l'utiliser. Il y a plusieurs tutoriels sur Internet qui vous montrent comment faire, mais je vais vous dire, il y a certaines choses à savoir, puis comment l'utiliser aussi là, pour la fabrication d'un couteau. Puis il y a aussi un vieil adage qui dit tout ce qui brille n'est pas or. Puis on va parler aussi des aciers. Donc ce n'est pas tous les aciers qui sont bons à la coutellerie. On va démystifier certaines choses, puis on va regarder aussi pour autre chose parce que il y a des aciers qui sont bons pour faire des couteaux, il y en a d'autres aciers qui sont bons pour faire des bâtiments, il y a des aciers qui sont bons pour faire des étagères, il y a des aciers qui sont bons pour faire un peu de tout. Puis c'est bien important de travailler avec un acier de qualité. Donc sur ce, bon visionnement. Donc, on parle des aciers. Tout acier n'est pas bon à la coutellerie. Celui-ci, il est bon. C'est du 1084. On peut aussi utiliser du 80 CRV2. Le numéro est super important. On appelle ça du IC, AISI, 1084. Le 10, c'est la dénomination de l'acier. 84, c'est pour le pourcentage de carbone. C'est entre 0,8 et 0,9% de carbone dans l'acier. C'est-à-dire que l'acier est fait à partir de fer, mais il y a aussi un pourcentage de carbone, puis il y a d'autres, du phosphore, des trucs qui se retrouvent dessus en conditions négligeables. Je vous invite à prendre ces deux aciers-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Hey Jonathan, les aciers de ressort de pick-up, semblerait-il que c'est bon? » La récup, pour l'instant, je vous invite à ne pas la travailler. Je vous invite vraiment à vous concentrer là-dessus parce que vous allez voir, les aciers de récupération sont plus difficiles à travailler, ont déjà été traités thermiquement, donc sont déjà très durs. Il faudrait refaire un cycle pour les rendre plus malléables. Tandis que là, quand on les achète directement sur Internet, elles ont déjà été traitées thermiquement pour qu'elles soient quand même relativement simples à travailler. Donc, ça, c'est pour le côté des aciers 1084, 1095, un petit peu plus haute en teneur en carbone, ou le 80 CRV2, qui sont tous disponibles sur Maritime Knife Supply. Puis, ils vont vous le vendre au pouce, puis c'est livré chez vous. Ça coûte pas très cher, puis le fournisseur est super sympathique, il nous envoie des petits bonbons des fois. Fait que là-dessus, je vais faire une autre étape un petit peu plus tard. Donc, on parlait tout d'abord d'acier. Vous vous êtes procuré éventuellement votre acier 1084, 1095 ou 80 CRV2 sur Maritime Knife Supply. Puis, maintenant, on va parler de la meuleuse d'angle. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs tutoriels qui existent sur comment travailler avec une meuleuse d'angle. Normalement, il y a un garde ici. Là, pour le montrer, ça va être plus simple pour moi, vu que je l'ai enlevé, là, ça va être plus simple. Vous allez voir comment on le travaille, puis tout ça. Mais d'habitude, j'ai toujours mon garde, puis j'ai mes lunettes, puis tout ça. Mais c'est vraiment important d'avoir le garde parce que, sérieusement, il y a des éclats, on ne sait jamais où est-ce que ça vient. Puis en plus, ça va vous protéger les doigts s'il y a quelque chose, s'il y a une mauvaise fonctionnalité. C'est sûr que ça prend quand même un petit peu de technique pour ça. Ceux qui n'ont jamais travaillé sur la construction ou avec ce genre d'outils-là, je vous conseille fortement là, de vous pratiquer plusieurs minutes sur des morceaux à couper tranquillement. Peut-être pas nécessairement sur votre morceau de 1084, mais de d'autres choses. Ça va vous prendre aussi des cutting wheels, des disques abrasifs pour couper. Ça sert vraiment à trancher. J'ai mes amis, l'ENS de chez Outimag, qui vont vous vendre des Klingspor ou peu importe la marque. Ils vont vous vendre des disques abrasifs. Je dis Klingspor parce que on en trouve plusieurs sur Internet. C'est sûr que la durabilité puis comment ça fonctionne ces disques-là, c'est qu'à un moment donné, quand ils commencent à être usés, ils commencent à être fragiles. Puis c'est là qu'on voit que ça éclate puis ça vient causer des blessures. Donc, bien important, portez toujours ces lunettes, un masque de protection, un masque de caoutchouc. Là, si on reçoit des éclats, ben au moins ils vont tomber dessus. Puis aussi des gants très importants. Vous allez voir aussi, là j'ai plugué mes amis de chez Outimag, mais moi je me suis procuré, au début, je me suis procuré ça, qui est des disques abrasifs. Pour faire du stock removal, c'est vraiment le fun parce qu'on a vraiment tout
sortes de types d'abrasifs. J'ai pris ça chez Canadian Tire en spécial pour ne pas les nommer. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a différents types de graines. Puis, ben, tu sais, c'est quand même pas très cher. Là. Ça, ce kit-là, il est vraiment pas cher. C'est sûr que, tu sais, au niveau de l'usure, ça use rapidement. Fait que, si on veut de quoi d'un peu plus de qualité, ben, je vous dirais peut-être d'aller magasiner ailleurs. Mais sinon, ça fait super bien la job là, pour savoir si vous aimez ça. Encore au niveau matériel de protection, je vous parlais tout à l'heure du masque. C'est un masque là, en caoutchouc que j'ai pris chez Ultimag. Sérieusement, des petites cartouches comme ça, si vous voulez souder éventuellement, il y a des cartouches qui s'enlèvent, qui se remettent, ça s'enlève super bien. Puis bien important, là, des lunettes de protection. Moi, j'utilise, eux autres, là, ils ont une espèce de petit caoutchouc dedans. Ça empêche les éclats, puis différentes choses de passer. Le vent aussi, ça irrite moins les yeux. Mais ces deux appareils-là, regardez, là, ça couvre quasiment tout. Ça couvre tout le visage. Fait que s'il y a quelque chose ben, que vous recevez parce que votre disque abrasif est usé ou vous faites un mauvais mouvement puis ça éclate, ben, au moins vous allez être protégé. Bien important, ces deux appareils-là, si vous voulez faire des couteaux, ça vous les prend. Automatique, il n'y a pas de demi-mesure, c'est ça en premier. Donc là, vous avez votre acier, vous avez votre meuleuse d'angle. Ça fait une semaine que vous avez écouté le tutoriel. Vous avez dit, ah, je vais recommencer à faire un couteau. Puis là, pendant cette semaine-là, vous allez en profiter pour regarder différents types de modèles de couteaux qui vous plairaient. Bien important, les modèles doivent entrer dans votre type d'acier. C'est-à-dire, si vous avez pris du 2 pouces, il ne faut pas que votre lame dépasse 2 pouces de large parce que on viendra pas, ce n'est pas un cours où est-ce qu'on va étendre la matière par chauffer puis forger. C'est pas vraiment un cours, c'est un tutoriel. Fait que ce cours-là, il y a plein de gens qui en donnent. Moi, c'est vraiment un tutoriel sur comment on fait du stock removal. On prend un acier qui est déjà fait pour ça, qui est déjà fait pour se faire travailler. Puis là, vous allez avoir trouvé votre modèle de couteau. Moi, j'avais un vieux modèle que j'ai fait en 2024. C'est un modèle de couteau de chasse. En fait, ça fait 1 an et demi que je fais des couteaux. Mais j'avais fait un modèle de couteau de chasse. Là. Je pense que je l'ai sur le mur là. Il est comme penché là, juste ici. On va le regarder. Là. C'est vraiment un modèle bien basique qu'on vient mettre ici. Il ne faut absolument pas qu'il dépasse le 2 pouces. Donc, regardez, là, ici, il rentre. Éventuellement, on va le tracer. Donc, c'est ça. Il y en a sur Internet où on voit, là, il est peinture. J'ai fait ça avec des feuilles de cartable bien basiques. Je me suis fait un modèle, je regardais, je le trouvais beau. Fait que, non, c'est ça. Ça va être quand même assez simple. Je vous dirais que je vais le tracer avec mon gros Sharpie. Puis, je vais vous montrer ça par la suite. Salut! Si vous n'avez pas d'étau, regardez là un petit concept super simple. On vient prendre une C-clamp, c'est une serre en C. On vient bien positionner notre couteau. Là, moi, j'ai un atelier, fait qu'éventuellement, je vais le mettre dans l'étau. Cependant, si vous avez une table à l'extérieur ou quoi que ce soit, un tréteau ou n'importe quoi, vous pouvez l'installer comme ça. Moi, je commence toujours par le côté de la pointe parce que éventuellement, je vais revenir ici. Mais c'est un petit peu plus simple. Puis on n'ira pas couper comme en rond, là. On va vraiment couper. Eux autres, c'est pas si pire, là, les angles pas trop grandes, on peut y aller en rond. Mais je vous dirais là, que les petits trucs comme ça, là, les petits ronds assez précis, je vais y aller dans l'autre sens. Éventuellement, là, dans mon étau, là, je vais vous montrer, là, ça va être en accéléré. Mais en fait, on vient faire le gros de la job, on vient faire au zip cut, comme je vous montrais. Puis éventuellement, on va avoir un autre meule là, qui est une meule un petit peu plus large qui va venir nous aider là, à plus poncer ça. Puis éventuellement, on va utiliser d'autres meules. Fait que je vous montre ça, ça va bien long.
Ouais, ben il fait chaud. Maintenant qu'on a fait le rough, on va regarder ça. Dans le fond, l'acier, là, il est pas encore super dur. Pour transformer les molécules d'acier à l'intérieur, faut monter en température puis descendre en température rapidement. Là, ici, notre chose est faite. Moi, maintenant, je le fais plus comme ça. Je vous ai montré la technique quand même assez rapide. C'est sûr que c'est rough, là. C'est vraiment rough comme finition. Éventuellement, on va travailler avec la meuleuse d'angle, puis on va venir travailler la lame là, sur un certain bout. On va noircir premièrement la lame pour savoir où est-ce qu'on veut. Aussi le edge. Le edge qui est la lame en tant que telle, là, l'espèce de petite... il va falloir faire une trace ici. Puis je vais vous montrer comment. C'est quand même assez simple, mais il faut le savoir. Fait que ici, puis juste un petit peu plus haut là, pour savoir l'angle qu'on veut avoir sur notre lame. Maintenant, on a notre pièce qu'on a meulée le plus possible. J'ai gardé quand même un bon 1,8 d'épais, 3 mm dans le fond, là, à peu près tout le tour, pour justement, là, si je faisais des petites variations dans mon angle de buffer, de meuleuse d'angle, que je puisse le récupérer. Fait que c'est ça. Éventuellement, là, je vous avais dit que ça prenait aussi des limes. Des limes, la plupart du temps, les limes que j'utilise, c'est vraiment les limes rondes comme ça, les limes bien standards. Les limes, eux autres, sont traités assez élevés pour être très très durs, donc plus durs que l'acier qu'on travaille. Là, j'ai des petites limes rondes, justement, là, pour mes espèces de places où est-ce que je vais mettre mes doigts, parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même, c'est pas très top, là, avec la meuleuse d'angle. Il en manque tout le temps un petit peu. C'est sûr qu'il y a aussi des limes comme ça, là, les demi-limes en demi-rond. Là, ça aussi, ça peut faire la job. C'est sûr que, tu sais, regardez, là, on a, tu sais, des fois, il en manque un petit des fois, il en manque un petit peu, là, juste comme ça. Fait que, c'est ça. C'est un kit de limes, là, c'est vraiment un bon investissement si on veut en faire régulièrement. Sinon, ben, vous avez sûrement quelqu'un qui en a chez lui, tu peux l'emprunter. Je veux dire, je pense pas que ça faire un couteau, ça change grand-chose. Je vais vous montrer ça là, par la suite. On va juste finir de limer le doigt. Puis après ça, on va commencer à euh, tout travailler la lame. J'ai décidé de mettre à peu près une espèce d'angle de 3/4 de pouce euh, qui va venir dans le fond, qui va être pas mal l'angle à laquelle que je veux que mon chose ressemble. Fait que, oups, j'étais un pouce ici. 3/4 de pouce, 3/4, 3/4. Vous voyez là, je suis vraiment l'angle de la lame. Fait que éventuellement, là, ça devait. On fait une petite ligne. C'est la ligne qu'on va se servir en fait là pour donner un angle à notre lame. Comme ça. On répète la même chose de l'autre côté.
Ça, c'est un truc que j'ai appris en regardant les tutoriels sur Internet. Il y a quelqu'un qui avait montré ça. Je trouvais le truc vraiment cool. On vient s'appuyer sur une surface plane, puis ça va nous donner à peu près le centre de notre lame avec une petite mèche. On vient juste tracer avec notre mèche. On vient juste tracer avec notre mèche de chaque côté. Il faut absolument qu'on ait une surface plane, par exemple. Regarde, là, je suis sur un morceau de métal qui est très plat. Puis il faut qu'il y ait aussi un petit peu d'appui là, pour qu'on voit vraiment là, la trace sur le morceau. On voit là les deux traces, là, je ne sais pas si vous voyez. Et là, en gros, non, comme ça. On voit les deux traces. Puis on va y aller au fur et à mesure parce que là, on y va avec un buffer, puis c'est pas très précis. Je parle de buffer, mais c'est une meuleuse d'angle. C'est juste que. On voit là les deux traces, là, je sais pas si vous voyez. Elle est en gros. Non, comme ça. On voit les deux traces. Puis on va y aller au fur et à mesure parce que là, on y va avec un buffer, puis c'est pas très précis. Je parle de buffer, mais c'est une meuleuse d'angle. C'est juste que. C'est ça. La plupart du rough, je vais le faire avec cette meuleuse-là. Là, je vais mettre mon masque, là, ce sera pas bien long. Mais on va venir juste prendre ça puis commencer à regarder là, une petite angle. On monte jusqu'ici en dégradé là, jusque sur la ligne du bord. C'est pour ça que je l'ai mis en noir, comme ça vous donne un repère visuel plus intense. Puis éventuellement, quand vous allez le refaire ici, vous allez voir plus de choses. Ici, regardez, là je l'ai mis comme ça. Ça va vous prendre deux morceaux de métal qui vont venir stopper votre meuleuse d'angle. Éventuellement, là, il faut juste la décaler un petit peu parce que votre meuleuse d'angle, il y a comme une espèce de rond ici. Puis il faut juste venir coller ça parallèle à votre ligne que j'ai mis tout à l'heure. Fait qu'on vient se mettre une pince ou une C-clamp ou les pinces qui barrent juste ici. Puis vous allez voir, là, on va pouvoir faire une belle ligne puis ça va être droit quand même. Bien important, là, vous avez vu, là, j'ai été tranquillement au fur et à mesure pour avoir mon edge. Trouver deux, trois petites ébavures au bout. C'est sûr que ça fait un méchant bout de temps que j'ai pas fait ça comme ça. En fait, j'ai fait mes premiers couteaux de cette façon-là, avec les tutoriels que j'avais, puis tout ça. Donc, c'est pas mal ça.
On fait ça de chaque côté. Puis après ça, là, vous voyez la ligne que dans le centre, là, éventuellement, on va juste travailler avec une autre meule. Celle-là était très rough, était très... c'est ça, c'était coarse. Donc, je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit. Bon, vous voyez là, ça l'a descendu un petit peu. On suit les lignes. Ça descend, ça descend, ça descend. On voit que le petit bout ici, là, je l'ai échappé à quelques reprises. Ça fait pas mal longtemps que j'ai pas fait ça. Avec un buffer. Maintenant, je suis rendu avec d'autres outils qui vont un petit peu mieux. Mais pour le tutoriel aujourd'hui, je vous le montre comment on est capable de le faire rapidement. Éventuellement, on va utiliser une autre meule. Celle-là étant très rough. On parle de grains assez élevés. Donc, éventuellement, là, un petit peu plus loin, on va y aller. Pour faire surtout la finition, l'espèce de ligne entre les deux lignes qu'on voit tantôt, là, je vais vous montrer ça. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, regardez là, on a toutes les petites lignes là, on est arrivé, on a vu tout ce qu'on avait, on a tout enlevé, on voit quasiment plus les petites lignes. On a quand même deux lignes qui sont parallèles, il faut l'enlever le plus en longueur possible. Je sais pas si vous avez vu, je suis parti d'un coin, puis je suis allé vers l'autre côté pour avoir tout le temps des lignes tout le temps à droite et non faire des petits ronds pour pas qu'on ait des petites bosses. Je sais pas si vous voyez là, on voit les lignes là, juste ici. Je trouve que c'est important de montrer comment travailler un petit peu là-dessus parce qu'éventuellement, si vous avez trop de bosses, ça va être vraiment plus difficile pour maintenir votre ligne droite de edge de couple. Fait que là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'aime beaucoup ces pads-là, ces kits-là qui sont vraiment pas chers parce qu'on peut commencer, admettons, avec du 80 pour qu'éventuellement, là, on voit les petites imperfections là, de la grosse meule qui était très rigide, là, celle-là. On vient l'atténuer. Et en même temps, on vient enlever de la matière un petit peu. Fait que notre ligne ici, là, qu'on voyait tout à l'heure, là, elle va s'amincir tranquillement. Puis jusqu'à temps qu'on ait une belle finition là, du 240, là, 120 ou 240 ici. On va peut-être donner un petit coup de poli ici. Là. Puis qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a des pads à poncer. C'est vraiment intéressant. Fait que je vais vous montrer ça. Là. Je vais mettre la caméra, je vais vous montrer un peu là, comment je fais ce côté-là. Bon, j'ai fait une partie avec le 80. Là, je m'apprête à faire le 120. On voit que le grain a bougé pas mal. Fait que je vais faire un petit côté encore au 80. Puis regardez la ligne, ça fine tranquillement. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller en étapes. Éventuellement, on enlève la matière à chaque fois. Fait que la ligne va se faire toute seule. Puis il faut vraiment passer là, partir de là jusque là-bas, de là jusque là-bas, de là jusque là-bas. Puis tout le temps faire les mêmes mouvements. Éventuellement, là, ça enlève la matière pas mal égale. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais gardé un petit edge sur le bord d'un 8 à peu près. Éventuellement, là, quand on fait la pointe à Muller's Down, c'est sûr que ça apparaît là, des choses comme ça, des petites erreurs. Fait, le fait de garder un petit peu plus de matériel, ça va nous aider aussi à corriger tout ça. Fait qu'éventuellement, on va pouvoir ramener la pointe un petit peu, changer un petit peu le dos de la lame, le dos qu'on voit ici. Là. Fait que, en la corrigeant, on va pouvoir venir chercher la pointe.
puis faire de quoi de mieux. Mais comme je vous disais, là, regardez, là, on a enlevé encore la matière, ça s'en va quand même assez droit, puis là, j'ai fait la passe à 80. Fait qu'on va faire la passe maintenant à 120, puis après ça, 240. On voit là vraiment le edge qui est apparu. Bon, on est quasiment sur la finition, là, j'étais sur le 240. Il y a des pads qui existent un petit peu plus fins. Là, Mastercraft, les miens sont finis, là, parce que je les utilise quand même pour polir mes choses. Regardez, j'ai même poli là, le côté aussi de la lame. Là. Fait qu'on a une belle lame là, qui commence à tout être polie. Éventuellement, je vais peut-être le faire là, partout sur la lame. C'est à ce moment-ci d'ailleurs qu'on vient faire pas mal les derniers correctifs sur le bord. Là. On avait dit tout à l'heure qu'on enlevait une partie. Là. C'est là qu'on va venir faire ces correctifs-là. Ici, vous voyez, là, il y a comme une petite courbe, là, une petite vague. Ici aussi, voilà, il faudrait venir le buffer, enlever un petit peu de matériel. Puis éventuellement, moi, j'aime bien ça, là, faire une petite encoche ronde avec une lime, une petite lime ronde, là, comme j'avais tout à l'heure. Donc là, on a fait pas mal notre dernier coup de ponçage. La lame est quand même bien. Là, il y a des places que c'est tranchant sur la lame. Bien important, avant la prochaine étape, passer un coup de lime ici pour vraiment désaffûter la lame. Parce qu'éventuellement, si vous passez droit, vous allez vous couper, puis c'est vraiment pas intéressant. Là. Travailler le reste d'un couteau avec une main qui saigne, là, je vous dirais qu'on veut pas ça. Donc, important, c'est ça, de bien désaffûter à l'aide d'une lime, là, une lime à faire, là, comme on a vu tout à l'heure. Là. On vient de passer un petit coup. Là, j'ai pas encore fait l'espèce de petit rond. On va le voir un petit peu plus tard, mais prochaine étape, je désaffûte, puis après ça, je fais le petit trou à la lime. Donc, c'est ça, je vous parlais du petit rond, là, juste ici. Ensuite, j'ai désaffûté la lame, là, on voit, là, il n'y a plus rien. Fait que moi, ce que je fais, je l'ai fait souvent longtemps à main, ça ici. Des fois, il y en a qui prennent un petit bâton, là, genre un petit bâton comme ça, puis ils enroulent leur papier sablé, puis ils viennent frotter avec. Je vais vous montrer, là. Ils font ça comme ça, ils enroulent leur papier sablé, et après ça, ils frottent avec. C'est un petit peu moins épuisant, là, avec 2 manches. Moi, j'ai un outil, là, qui est vendu, qui est fait pour ça. Longtemps, j'ai fait ça au petit bâton. Fait que, ben, longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça, parce que je fais des couteaux, ça fait à peu près 1 an et demi. Mais, c'est ça. Là, on a un fini Bushcraft. Tu sais, il est vraiment pas très lustreux. On voit les coches. Moi, je vais le sabler un petit peu. J'ai du grain 600. 600 est plus difficile à avoir en quincaillerie, mais vous pouvez en avoir du 400 en quincaillerie. Là, il y en a assez régulièrement. Bien important, là, regardez, vous voyez les lignes, là, sont dans ce sens-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un coup dans ce sens-là jusqu'à temps qu'on ne voit plus les lignes. Puis après ça, je vais redonner un coup dans ce sens-là. Après ça, je vais redonner un coup dans ce sens-là. Oh, il y a des lignes qui apparaissent. Bon, on continue. On continue jusqu'à temps qu'on voit uniquement les lignes du papier sablé qu'on est en train d'utiliser. Des fois, on y va en étapes aussi. On part, mettons, du 220 puisqu'on a de très grosses lignes qui sont très difficiles à enlever. On part du 220 puis on vient au 400, là, 220, 400, 600. Fait que là, moi, j'ai quasiment fini parce que j'ai quand même été pas si rough que ça avec le buffer. J'ai été vraiment en étape. Fait que je vais y aller directement avec mon 600. Puis ça devrait pas être trop long. Ouais, c'est ça. Mon autre caméra tombait en panne. J'ai plus de batterie. Fait que je vais vous le montrer avec ça. C'est mon petit outil là, que je parlais tout à l'heure. C'est vraiment simple. On y va, c'est ça, comme je vous disais, dans le sens de la lame. On y va tranquillement. On voit apparaître les cratères les plus profonds. C'est sûr que nous autres, ce qu'on veut, c'est d'enlever le plus possible, que la lame soit le plus poli possible. C'est sûr que on fait du bushcraft. Là. Du bushcraft, c'est du chose de brousse avec très peu d'éléments. C'est sûr que d'arriver avec un résultat professionnel, ça risque d'être assez difficile. Je veux dire, on n'arrivera pas avec un couteau comme en quincaillerie qui ont été mis dans des tumblers. C'est sûr que vous n'aurez pas ça ici. Là, c'est sûr que c'est un bon couteau. Le 1084 il rouille par contre, c'est un acier qui rouille. C'est un acier à haute teneur en carbone, on le disait là,
dans l'introduction. C'est sûr que ce genre de choses-là, on apprend beaucoup sur le tas. Là, je veux dire, comment utiliser un buffer avant de ne plus faire d'erreurs, ça risque de prendre un certain temps. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que le 1084 est vraiment pas trop dispendieux. Éventuellement, vous pouvez en commander plusieurs. Puis en plus, là, je parlais de Maritime Knife Supply. Eux autres, ils vous donnent, vous pouvez demander des coupes spéciales. Fait que vous dites, ben moi, le type de couteau que je veux faire, il y a 10 pouces, ben vous pouvez demander seulement 10 pouces. Ils vont vous couper ça 10 pouces, ils vont vous le shipper direct. Fait que c'est intéressant quand même pour ça. J'ai vérifié plusieurs sites internet pour voir qui était vraiment les moins chers. Je vous dirais que Maritime Knife Supply se démarque vraiment. Ça arrive très rapidement en plus. Je commande une fois de temps en temps. Comme vous voyez, mon atelier est quand même bourré d'outils qui se trouvent sur leur site. Mais sérieusement, très bon site. Lawrence, le propriétaire, est très sympathique. S'il y a une erreur, maintenant, il avait fait une petite erreur sur un colis. J'ai dit, ben là, je peux vous le retourner. Il a dit, non, on vous l'envoie, ce que vous avez commandé tout de suite. C'était quand même assez dispendieux. Fait que, je vous dirais là, qu'ils sont vraiment là, top-notch. Puis, on encourage aussi, c'est canadien, ça vient des maritimes. Sérieusement, j'ai rien à dire sur la compagnie Maritime Knife Supply. J'ai mis ça un peu redneck, là. On est en train de faire du redneck, ça me donne des idées. J'ai mis mon sel dans l'autre étau avec mes rabeurs que je me sers justement là, pour ma finition. Là, on voit, là, regardez, là, les traces les lignes ont presque disparu. Là, je suis au 600. Éventuellement, là, je vais peut-être en faire un petit peu ici là, pour enlever les marques, tout rendre ça poli. Puis là, après ça, on va s'attaquer aux manches. Vous voyez, là, le manche, on n'a rien fait dessus. Éventuellement, il va falloir peut-être mettre des petits rivets. Ou je sais qu'il y en a qui mettent seulement de la colle, prennent du bois puis mettent de la colle. J'aime beaucoup le fait d'avoir des rivets. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Ouais, dans le fond, là, on a sablé pas mal. Je pourrais le faire devenir quasiment brillant. Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment? Je sais pas. Moi, j'aime bien ça, le fait que ce soit du bushcraft, puis que ce soit fait vite. Quand même, là, aujourd'hui, on a fait quand même pas mal d'étapes. C'est sûr que, je veux dire, une fois là, que c'est assimilé, ce genre d'étapes-là, regardez, il y a encore des petits défauts. Éventuellement, on va les corriger lorsqu'on va faire le manche. D'ailleurs, là-dessus, bien important de prendre un manche. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, là, j'aime bien le fini bushcraft. On voit encore les petites lignes de buffer. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça fait badass un peu. Là, on est venu corriger le plus gros. Éventuellement, le fait de le tremper dans l'huile, ça va lui donner une patine aussi un petit peu plus foncée. Fait de toute façon, on va avoir de la job à faire. C'est juste que là, en ce moment, l'acier qu'on utilise, il a été déjà heat treat pour traiter thermiquement pour être facile à enlever de la matière. D'ailleurs, on va mettre un manche, mais avant ça, il va falloir percer les trous où est-ce qu'il va y avoir les rivets. Parce qu'une fois qu'il est trempé, le couteau, il est beaucoup plus difficile à percer. Parce qu'éventuellement, là, le fait que l'acier soit réchauffé à très haute température, même qu'on parle de 900 degrés Celsius, il soit très haute température, on le trempe, ça vient cristalliser certains carbones, puis on vient avoir des carbures à l'intérieur de l'acier. C'est le principe, dans le fond, de l'acier trempé. On vient tremper un alliage d'acier et de carbone, puis les carbures se créent à l'intérieur de l'acier. Puis c'est ça. Fait que ça va être très difficile après de percer si on l'a pas percé avant. Donc si on veut mettre des rivets, c'est correct. Si on veut pas en mettre, on laisse comme ça, puis je vais vous montrer comment on fait le manche. Donc on a fait un petit coup de ponçage partout. On voit encore les petits coups de buffer, mais ça, je m'en fais pas trop. Je veux dire, c'est un type de bushcraft là,
c'est un type de couteau de brousse. On a fait ça avec des choses qui coûtent pratiquement rien, avec très peu d'équipement. Fait que c'est sûr que de le faire tout poli, on serait capable, là, mais c'est pas le but ici. Là. Le but ici, c'est vous de montrer comment faire un couteau, simplement, rapidement aussi. Puis que vous ayez le moins de problématiques là, avec le traitement thermique. Ici, on va mettre un manche sur le couteau. On parle ici d'un full tank, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas complètement, le pommeau ne sera pas complètement à l'intérieur. Il va vraiment avoir 2 plaquettes qui vont être collées de chaque côté. Ces plaquettes-là, ça va être le manche. Puis normalement, moi j'aime beaucoup mettre des rivets. Il y en a qui n'en mettent pas. Je vous dirais que c'est une question de choix. Ceux qui n'en mettent pas, par contre, il faut qu'ils prépercent des trous pour que la colle adhère bien. La seule chose, c'est que éventuellement, si vous ne mettez pas de rivet, ben ça se peut que ça décolle. Avec la chaleur, etc., là, ça se peut que ça décolle. Fait que c'est pas mal ça. Moi, je vais le percer tout de suite parce que si on le trempe avant, l'acier, lui, il va devenir extrêmement dur. C'est le principe du trempage. On monte la température d'un acier carbone. Et après ça, en le trempant dans l'huile, il vient se cristalliser. Ben, se cristalliser. C'est un bien grand mot, là, mais pour le principe actuellement, on va dire ça comme ça. On vient créer un acier qui est très, très dur. Puis c'est ça. Fait que c'est beaucoup mieux de le percer tout de suite. Éventuellement, là, une fois qu'il va être percé, je vais vous le montrer. Lorsqu'on veut percer aussi, là, vous allez voir, là, avec une mèche à métaux, ça le fait super bien. La seule chose, c'est que des fois, c'est difficile de s'enligner. Fait que si vous voulez faire une marque là, directement, où vous voulez avoir votre rivet, ben, faites une petite marque, puis après ça, prenez un clou à béton. Ils sont déjà traités thermiquement, justement, pour résister à des grands chocs, puis c'est quand même très raide un clou à béton. C'est plus raide qu'un clou standard. Fait qu'en faisant une petite marque comme ça, là, je vais vous le montrer, là, mais en faisant une petite marque, ça va tracer là, une marque, puis que vous allez pouvoir percer directement sur cette marque-là. Donc maintenant, j'ai mes trous percés, puis j'ai fait des petits trous justement là, pour que la colle puisse adhérer plus facilement. Vous voyez, là, de chaque côté, là, on le voit très bien. J'ai aussi pris le temps de marquer mon couteau sur une feuille de papier pour essayer de voir comment est-ce que je ferais mon manche. Est-ce que mon manche, est-ce que je donne des formes spéciales? Est-ce que je mets plusieurs couches? Là, on va y aller vraiment à bushcraft. On va y aller vraiment avec des plaquettes comme ça que j'ai déjà fait. Regardez, là, la ligne du bois, là, elle s'en va dans ce sens-là. Bien important de ne pas utiliser du bois qui est coupé dans l'autre sens. Parce qu'il est beaucoup plus faible. Là. Regardez, là, je vais le casser celui-là, là, mais beaucoup plus faible. En tout cas, regardez, le grain du bois se casse beaucoup plus facilement. Fait que, tandis que celui-là, là, je peux fesser avec. Là, il est très, 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 très solide. J'utilise aussi du bois franc. Ça, c'est de l'érable. J'utilise quasiment juste de l'érable parce que j'ai juste ça. Mais sans joke, j'ai eu accès à une batch de bois qui était vraiment pas cher en érable. Fait que je fais beaucoup mon bois stabilisé en érable. Ça, c'est le même morceau. Je vais m'en servir pour faire les plaquettes du couteau. Puis c'est sûr que là, je vais l'essayer. C'est sûr que les plaquettes, il faut qu'ils soient de la même grandeur, il faut qu'ils dépassent le couteau. Fait qu'éventuellement, là, vu qu'on l'a tracé, on va le découper. Et on va s'en servir pour marquer les plaquettes de bois. Un peu le même principe qu'au début, on vient le marquer. Là, vous voyez là, la petite ligne que j'ai faite, là, ça va être le chanfrein, ça va être super joli. Fait que c'est ça, c'est un chanfrein, c'est une coupe au 45. Fait que je vais le marquer avec mon feutre tout le tour et je vais vous montrer ça par la suite. Ouais, là, j'ai tracé mon morceau. Après ça, je prends une lime de maréchal. En fait, c'est une lime pour le bois. Ça fait vraiment le rough. On va venir tracer. C'est sûr qu'il ne faut pas se rendre jusqu'au bois parce que même si on s'est laissé un petit peu de jeu avec les deux pochoirs tout à l'heure, c'est sûr que là, avec ça, je veux dire, on en fait une bonne partie, ça arrache beaucoup de choses, mais il y a quand même assez d'ouvrage là-dessus. Là. Moi, c'est sûr que je vais commencer, je vais vous le montrer, mais j'ai quand même une ponceuse à bande qui va me permettre de craquer ça un peu plus rapidement. Si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser des accessoires qui enlèvent du bois aussi. Là. Moi, j'ai une lame au diamant qui fait super bien la job. C'est sûr que la lame au diamant, qu'est-ce qui est le fun, elle, c'est qu'on peut faire le métal, le rough avec ça.
Mais pour ce qui est du bois, ça l'enlève un petit peu, mais regardez, je vais vous montrer. Là. Ça enlève quand même un peu. Si c'est au diamant, c'est très rough. Faut juste faire attention, pas qu'il y ait trop de vibrations puis fendre le morceau de bois. Donc, vous voyez le principe, là, je vous le montre un peu comme ça. Les deux se font. Fait que, soit avec la râpe, qui est quand même plus long, mais qui se fait quand même. Sinon, ben, on peut acheter une lame au diamant, mais je sais que chez Ultimag, il existe des choses exprès pour travailler le bois. Donc, là, j'ai fait le rough d'un seul côté, parce qu'éventuellement, là, il va falloir l'amincir. Là, je fais juste regarder où est-ce qu'on en est. Ok, juste ici, parfait. On arrive, on est clutch, on a un petit peu de jeu tout le tour, c'est parfait. Fait qu'éventuellement, on va venir percer nos rivets. Puis après ça, on va coller tout ça. Puis je vais vous montrer pourquoi on perce tout de suite les rivets. Oui, j'avais parlé que je commençais par percer les trous sur mon morceau. Éventuellement, là, on va venir percer les autres trous. Puis on va commencer par mettre les rivets directement dedans. On en met un, tu sais, mon premier trou est là. On s'assure qu'il entre bien dedans. Là. Puis après ça, on va faire les autres. Oups, excusez-moi. Comme ça. Après ça, on va percer les autres trous. Il faut s'assurer aussi que on ne dépasse pas de chaque côté, c'est bon. Et voilà, on perce. Donc maintenant, on a notre couteau qu'on a assemblé, on a mis les pins, on a mis tout ça. On a une petite affaire plus de jeu, c'est ce qu'on voulait. Donc c'est ça. Éventuellement, il va y avoir un chanfrein, on va l'amincer aussi. Je vais vous montrer ça bientôt. Maintenant, on va tremper notre acier. Regardez, là, j'ai acheté une petite brique. Là, ça supporte quand même assez la température assez élevée. Là, j'y vais avec une torche là, à haute efficacité en propane. Là, c'est vraiment la méthode redneck. Ça, c'est une brique réfractaire, c'est-à-dire qu'elle ne brûle pas, puis elle est capable d'accumuler pas mal de chaleur. Fait qu'en envoyant directement la buse sur le morceau, ben, éventuellement, on va venir rougir l'acier. Je vous recommanderais fortement de vous munir d'un aimant, parce que pour que l'acier soit à température de trempe, l'aimant ne collera pas dessus. C'est sûr que si vous montez vraiment, vraiment très haut, on va avoir une perte de trempabilité. Mais si normalement là, vous atteignez le point de Curie, c'est-à-dire le point où est-ce que l'acier ne colle plus à un aimant, ben à ce moment-là, on tourne pas mal dans les eaux des températures où est-ce qu'il faut tremper. Là, je vous dis ça comme ça. L'acier 1084, il y a plein d'affaires sur Internet qui vont vous montrer les chartes. Si vous avez pas de forge, là, je vous montre ça en bushcraft. C'est si vous n'avez pas de forge. Si vous avez une forge, ben, je vous recommanderais de la mettre dans la forge. Mais là, c'est vraiment là pour dire, regarde, on est vraiment dans la brousse, on fait du bushcraft, c'est comme ça que ça se fait. Fait que je vous dirais, c'est la méthode vraiment cheap, pas trop chère pour faire des couteaux. Bien important par contre là, de revirer votre acier une fois que c'est rendu très rouge. Là. Je vais vous montrer pour que l'acier soit vraiment tout rouge uniformément. Des deux côtés, il faut vraiment qu'il y ait une belle couleur rouge, là, cerise, avant de le tremper. Donc, oui, c'est ça. Ici, j'ai de l'huile. Vous voyez, là, j'ai de l'huile. C'est de l'huile standard à friture qu'on utilise. En fait, c'est une vieille batch d'huile que ma conjointe allait jeter pour les frites. Fait que j'utilise l'huile à friture parce que éventuellement, c'est de l'huile qu'on va pouvoir utiliser pour de la nourriture ou faire quelque chose. Fait que, éventuellement, là, le couteau qu'on a, ben, vu qu'on l'a trempé à l'huile et non avec de l'huile chimique ou quoi que ce soit, ben, au moins avec de l'huile végétale, on sait qu'il n'y a pas de problème. L'huile végétale aussi, son point de fumée est assez haut. L'huile de canola aussi est intéressant. L'huile d'olive, beaucoup moins. L'huile d'olive, son point de fumée est assez bas. Donc, quand on le trempe, des fois, on voit des flammes apparaître. D'ailleurs, là-dessus, bien important, lorsque on vient pour tremper,
Si on est trop chaud, il va y avoir des flammes. Fait que, de préférence, mettre un gant, des lunettes comme d'habitude, un masque, etc. Mais normalement, si on a le point de curry tout juste sous le point de curry ou juste sous le point de curry, ben on va mettre la lame dans l'huile, puis il ne devrait pas avoir de problème. Donc, comme je vous disais, je vais faire un petit trempage redneck aujourd'hui. C'est pas mal ça. Je vous laisse regarder ça. Je vais prendre mon gant parce que c'est important. Les protections, j'ai mes lunettes. Et voilà, on va commencer à chauffer. J'ai mon aimant ici. Oh, j'allais oublier ma pince qui barre. Non, je trouve pas ma pince qui barre. Trouvé. Dans un bushcraft comme ça, qu'est-ce qui est important, c'est que même si l'acier, si toute la lame est trempée, ben c'est pas nécessaire qu'elle soit toute trempée. Il faudrait avoir au moins là où est-ce que vous voyez là où est-ce que je mets la bûche là. Ça au moins il faudrait que ce soit trempé pour qu'éventuellement quand on va le réguiser, ben on puisse perdre un peu de lame puis qu'il soit quand même trempé. Tandis que si on le trempe au complet, ben là on est en bushcraft, donc c'est plus difficile de faire des traitements thermiques adéquats. Mais normalement, les traitements thermiques, faudrait remonter tranquillement la température pour enlever, je vous parlais tout à l'heure de petits cristaux, enlever certains cristaux pour pas qu'elles soient vraiment trop dures. Parce que si on est vraiment trop dur, ben là on a des problèmes, parce que si on échappe le couteau, on donne des coups trop importants sur le couteau, ben il va se fissurer ou il va craquer ou il va fendre. Fait que bien important de faire les traitements thermiques adéquats. Là, il va vraiment redneck. C'est pas dans mes habitudes. Moi, j'ai un four de 30. Là, je vous montre vraiment comment si vous voulez, si vous aimez vraiment ça, par après, ben, ça va vous donner le goût de peut-être investir sur un petit peu plus de matériel. Là, j'y vais avec mon gant de soudeur là, pour le revirer de bord. Je vous parlais tout à l'heure qu'il faut vraiment bien que la lame soit chauffée de façon adéquate. C'est ce qu'on vient faire ici. La petite brique que vous voyez, ça se vend chez Canac, Home Depot, Rona, ils en ont tous. C'est des briques à feu. C'est sûr qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres. Pour ce que vous en faites aujourd'hui, je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de problème d'utiliser une brique pas trop dispendieuse. C'est pas mal ça. On voit là que ça commence à rougir un peu. Je disais c'est bien important de rougir des deux côtés parce qu'éventuellement si on refroidit, il y a un côté qui est plus chaud, il va se refroidir plus rapidement, il va peut-être courber là, la lame. Bien important là, de faire ça comme il faut. Là c'est vraiment redneck, on voit que ça commence à rougir pas mal. Je vais laisser la buse un petit peu plus longtemps de ce côté-ci parce que j'ai l'impression que c'est plus difficile à chauffer puisqu'il y a plus de matière. Commence tranquillement à voir là, ça colle encore un petit peu, non quasiment pas. Bon, on commence à avoir une belle couleur. On garde ça, on fait la lame. On arrange que la lame soit toute rouge. On voit la couleur là, elle est plus rouge cerise. Là, comme je vous dis, c'est vraiment une trempe redneck, là, du bushcraft à son meilleur. On fait ça avec une torche haute efficacité, mais rien de trop professionnel. On voit là que quand la couleur rouge cerise va être à propos un petit peu partout sur la lame, on va y aller directement là, dans la solution d'huile. Là. Et là, j'y vais tranquillement. Là, il faudrait vraiment que j'arrive pas tout à fait à avoir la couleur que je veux. Est-ce que ça va tremper? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des défauts? Oui, aussi. Fait que c'est sûr que d'y aller avec la buse un petit peu plus penchée, je vais essayer quelque chose.
Ah, ça marche pas tant que ça. On va essayer d'autre chose. Bon ben, on va y aller comme ça. Good. Il y a un petit test qui existe, c'est faire le test de la lime. Je vais juste prendre un petit chiffon là, pour enlever, là, je vous perds un petit peu, là, mais prendre un petit chiffon pour enlever et essayer le test de la lime. Normalement, quand une lame est bien trempée, il n'y a pas de restriction là, à la lime. Donc, c'est ça. Regardez là, ça va super bien. On entend super bien le son de la lame. Et ici, un petit peu sur le coin, là, peut-être qu'on aurait pu avoir un petit peu mieux. Mais pour l'instant, je vais m'en contenter parce que c'est vraiment, on est vraiment en bushcraft là. C'est ça qui est ça. Donc oui, je vous avais dit tout à l'heure que on aurait d'autres ponçages à faire. Vous voyez là, l'huile a collé. Il y a de la calamine. La calamine, c'est l'oxydation qui s'est fait. En fait, l'oxydation, le fer a réagi avec la chaleur, puis il s'est créé une oxydation, une espèce de croûte. Puis on va venir l'enlever avec mon bâton tout à l'heure. Comme je disais, on peut enrouler un bâton aussi. C'est quand même intéressant. J'aime beaucoup la petite patine. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant comme fini. Je vais l'enlever, là. C'est sûr que je vais en enlever un peu. Je vais essayer d'en garder un petit peu sur le haut aussi, là. Question de donner un effet un petit peu plus redneck à tout ça. Regardez juste ici, là, on voit très bien là, ce que je vous parlais tout à l'heure, que ça avait été difficile de percer cette partie-là parce qu'elle a été trempée en partie. Fait que je vais rajouter un petit peu d'eau. À première vue, on dit de l'eau, comment ça, il va mettre de l'eau là-dessus. Parce que l'eau, en fait, là, elle va enlever les petites particules de métal qui vont se coincer dans le papier sablé. Puis, au début, moi, je pensais que c'était contre-intuitif, mais à ce niveau-là, ça va très bien. Je vais juste vous montrer, là. Ça enlève quand même pas mal de cochonneries. Puis, c'est ça. Fait que je vais patiner ça un petit peu. Ça, c'est le fun. Pour vrai, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut, j'ai une job qui est quand même assez intellectuelle, dans le sens que je pense toujours à mes dossiers, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la publicité, etc. Le suivi des dossiers, qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens vont réagir, etc. Comment ça fonctionne, est-ce que les gens sont découragés. Fait que c'est sûr que quand j'arrive ici, là, c'est très, tu sais, oui, c'est important que je le fasse, ce processus-là, mais ça me permet de me décontracter un petit peu, puis tu sais, il y a des gens qui font ça autrement, tu sais, ils prennent une petite bière une fois de temps en temps. Moi, c'est mon vie, fait que j'aime beaucoup ça. C'est relatif à tout le monde. Tout le monde a leur petit hobby, je pense. Il y en a qui aiment la pêche. C'est sûr que là, moi, c'est dans mon cabanon, fait que c'est quand même plus accessible. Puis ma conjointe, quand elle veut partir le soir, ben, une fois que les enfants sont couchés, je mets la petite caméra, puis on s'occupe des enfants à distance. C'est sûr que quand passé 9 heures, ma conjointe part, ben, c'est sûr que j'essaie de rentrer à l'intérieur, 9 heures étant une heure assez importante pour les voisins, bien important. Si vous avez des voisins, si vous voulez garder un bon voisinage, essayez d'isoler le plus possible de façon phonétique votre atelier ou vos choses. Vous faites ça pas nécessairement quand il fait super beau ou qu'ils ont de la visite, ça les fraîchenoute probablement. Fait que c'est ça. Regardez, là, ça s'en vient bien. On va mettre un petit peu d'eau. Les voisins, c'est bien important. Avoir des bonnes relations avec ses voisins. Là, j'ai tout isolé mon atelier, justement, phonétiquement. Puis en plus, on entend encore. J'ai acheté des outils, justement, pour qu'ils soient moins dur au niveau des décibels. Fait que, au lieu d'utiliser le buffer, là, on a utilisé le buffer toute la journée, là, mais pas toute la journée, là, mais les quelques minutes qu'on a fait ce couteau-là. Mais
parce que le tutoriel, en fait, je l'ai commencé, mais c'est sûr que les prises de vue puis tout ça, faut y penser puis voir comment on le fait. Fait que c'est sûr que j'ai passé une partie de la journée sur le tutoriel. Mais non, c'est ça, les voisins, c'est super important. Puis si un jour vous aimez vraiment ça, il y a plein d'outils là, moins durs au niveau du son puis, qui existent. D'ailleurs, les ponceuses à ruban là, 2 par 72 pouces là, sont vraiment géniales. Sinon, je serais dû pour changer mon papier sablé. Mais sinon, bien important les voisins. Regardez, ça donne ça. Un petit côté semi-lustré. On peut y aller, j'ai du 1500, je pense que je vais essayer mon 1500 et je vais essayer de le faire plus rapidement. Mais on voit là que l'acier est beaucoup plus dur à travailler qu'avant. Fait que la trempe a bien réussi. On va pouvoir aiguiser ça tout à l'heure là, sur la pierre aiguisée. Ça devrait être bien. Je vais finir de l'autre côté, puis je vais éteindre la caméra. Je vais finir de l'autre côté, puis je vais vous montrer là, le reste là, pour le manche. Salut! Donc, on a maintenant notre couteau avec nos petits trous pour la colle. On a aussi nos 2 manches, on les a vérifiées. C'est maintenant le temps de coller. Donc, je vais vous montrer ça, juste ici. J'utilise de la colle CAC Seaband. C'est un peu le même principe que de la Gorilla. Fait que si vous en trouvez de la Gorilla ou de la Crazy Glue, c'est un peu le même principe. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que cette colle-là ne devrait pas rentrer en contact avec de la nourriture si possible. Donc, si vous prévoyez faire un couteau de cuisine, peut-être opter pour une colle plus à l'époxy ou quelque chose du genre. Donc, c'est pas mal ça. Puis nous autres, on avait quand même un bon dégagement. Là, je vais juste en mettre un petit peu sur les 2 plaquettes. Puis après ça, cette colle-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle réagit quand même assez rapidement. Puis elle colle quasiment instantanément. Fait que des fois, on se retrouve avec des gaps plus importants dans entre notre métal puis notre bois. Fait que là, je vais essayer d'y aller rapidement. C'est pas évident. Cette colle-là colle vraiment beaucoup aussi aux doigts. Fait que faites attention là, quand vous l'appliquez. Là, j'ai pas de gants, mais la plupart du temps, les gens qui utilisent cette colle-là portent des gants. C'est de la colle de cyanoacrylite. C'est une colle en fait qui sèche rapidement. Puis il y a certaines choses qui existent aussi là, pour enlever cette colle-là éventuellement. Donc là, il faut faire attention de bien aligner les trous. Donc on va essayer ça, comme ça. On met beaucoup de colle, c'est pas grave. Oh, ça vient de coller. Mes doigts, ça colle instantanément les doigts d'ailleurs. Il y a quand même une forte odeur là. Ces colles-là, c'est pas des colles à prendre à la légère. On vient mettre le premier rivet. Oh, le deuxième ne rentre pas. On va faire rapidement. On va essayer de faire rapidement. Oh, là. Bien. Je sais pas ce qui se passe. Le rivet ne veut pas y aller. Oh, tabarnache. Bon, il a été. Éventuellement, on vient mettre une bonne pression dessus. Si on veut, on peut le mettre aussi dans l'étau. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre des gants là-dessus, c'est sûr. On va mettre dans l'étau. Pas besoin, ça a collé. C'est rendu tout collé. Je vais mettre un petit peu de pression dessus. Je conseille fortement de mettre des gants. Là, j'en ai mis partout. Fait que c'est pas mal ça. Donc, une fois que c'est sèche, on peut voir là, ça a bien collé. Les gaps sont, les espaces entre le bois et le métal sont quand même assez, il n'y en a pas beaucoup. On peut prendre une ponceuse à ruban, qui est une petite ponceuse après la longue comme ça. Quasiment tout le monde a ça dans son cabanon où il connaît son père, son grand-père, peu importe. On peut venir amincir ici là, chaque côté. Moi, ce que j'aime bien, là, c'est que le manche au total ait à peu près 3/4 de pouce. Là, je suis à peu près 1 pouce. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des lignes, puis après ça, je vais poncer ça, puis je vais vous revenir avec ça tout à l'heure.
Rebonjour, donc voilà, regardez là, on voit, j'ai fait des marques là, de chaque côté à un quart de pouce, j'ai vraiment fait le tour, comme ça avec la ponceuse, ça va me permettre d'avoir les deux côtés qui vont être bien définis, puis je vais avoir à peu près un quart de chaque côté pour qu'ils soient droits. Fait que, éventuellement aussi là, avec la ponceuse à bande, on est capable de passer sur le dos, puis la ponceuse à bande a des côtés ronds, arrondis, on peut quasiment faire tout ça ici là, avec ça. Éventuellement, ça risque d'être un petit peu plus difficile, l'espèce de doigt là, que j'ai ici. Fait que c'est sûr que ça prendrait comme une lime, là, comme on avait tout à l'heure, là, à gros grain, ou une lime là, à chainsaw, à lame de chainsaw, à lame de scie à chaîne, pour faire le reste. Éventuellement, là, on va enlever les surplis de colle qu'on a ici. On va les enlever avec un X-Acto. Puis on va voir, là, je vais tout sabler ça, puis je vous reviens avec ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis venu poncer là, pour avoir enlevé mes traces de noir. Fait que j'ai un quart de chaque bord environ. Puis là, j'ai poncé tout ça. Puis comme c'est difficile, ben, le reste, je vais le faire, comme je disais, là, à la lime, la grosse lime. Fait que c'est ça. J'ai pas encore nettoyé les côtés, mais ça s'en vient. On voit que la couleur a disparu tranquillement, mais on voit aussi là que il y a encore un petit peu de rose. J'aurais pensé qu'il aurait été plus rose que ça, mais bon, on va s'en contenter quand même. Donc, on est de retour avec notre couteau. Voici là, regardez là, j'ai fait les chanfreins, je les ai toutes faites avec la petite râpe que je vous parlais tout à l'heure. Cette râpe-là, sérieusement, ça fait vraiment la job. Puis, j'ai suivi ma courbe. C'est sûr que c'est pas parfait, surtout que la râpe, ça donne des petits coups. Éventuellement, on va venir travailler ça avec le papier sablé 400 ou 800 pour donner un effet quand même assez smooth. On voit aussi les lignes, là. Moi j'ai utilisé ma sableuse à ruban, mais je vous avais parlé là qu'il y avait des sableuses qui existaient pour faire l'espèce de petite encoche là. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé une photo sur internet. C'est des sableuses là, qui servent pour les patios d'habitude. Là. Les gens aiment bien ça, travailler leur patio avec ça ou les projets DIY. Puis c'est ça, là, le petit bout à l'avant, là, on voit là que le petit bout à l'avant, là, il est plus mince. Là, on est capable de faire des choses un petit peu plus intéressantes. C'est sûr que là, tu sais, on a fait ça quasiment avec pratiquement pas de matériel. Fait que là, j'ai mon chanfrein qui a été fait tout le tour. Je vais le sabler un peu parce que là, on est rough, vraiment. J'ai vu d'autres modèles sur Internet, tu sais, avec une ligne dans le centre. C'est vraiment à votre discrétion. Moi, je l'ai fait comme ça pour le petit chanfrein. Puis je trouve ça quand même relativement simple. Fait que je vais mettre ça dans l'étau, puis je vais finir ça. Salut! Petit truc aussi, là, tu sais, quand on est rendu à faire les ronds comme ça à sabler, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un crayon, j'enroule mon papier sablé autour, comme ça, puis après ça, je m'en sers là, pour sabler. C'est sûr que là, il est un peu mince, là, mais éventuellement, là, je le mets un petit peu plus large, puis je sable sur le long. Là, aujourd'hui, je vais utiliser une tige de laiton, parce que j'ai ça, mais c'est à peu près la grosseur de crayon. Fait que, on utilise ça, on met le papier sablé, puis on frotte. Je parlais tout à l'heure qu'il va falloir nettoyer aussi la lame. Qu'est-ce qui est bien avec la Gorilla Glue, c'est qu'elle colle pas normalement sur les lames qui sont quand même relativement bien nettoyées au départ. Là, on avait fait un petit fini au papier sablé tout à l'heure.
Fait que c'est ça. On vient donner un coup de lame là, bien proche du bois, puis c'est ça. Normalement, on voit pas le coup. C'est sûr que tu sais, avec la pratique, c'est sûr que vous allez devenir meilleur, mais tu sais, même moi, des fois, là, je l'échappe à cette étape-là. Faut juste faire très attention là, pour pas graffiner notre lame. Donc, j'ai bien tout nettoyé là, les rebords. On voit ici, là, tout a été fait. Le dossier a été fait. On a fait ça vraiment. Mais j'ai fait ça quand même assez rapidement parce que on voulait avoir quelque chose de bien. Là, je vais vous montrer aussi, là, je vous avais dit là, dans les outils, il y avait certaines choses. Je vais vous parler du pad ici. C'est un pad en laine qui va servir à venir poncer vraiment les surfaces avec. Puis ça va y donner un lustre. Cependant, pour donner un lustre, ça va prendre aussi une petite pâte comme ça. Éventuellement, là, on va appliquer la pâte. Moi, j'ai de la pâte blanche parce que je l'achète en gros. Je vais vous montrer. Puis le blanc, là, versus le brun, tu sais, des fois, ça vient par colorer superficiellement le bois. Fait que, tu sais, si vous utilisez une pâte brune, ça se peut que ça teinte votre bois un peu brun. Puis éventuellement, on va voir là peut-être apparaître d'autres motifs dedans. Fait que là, moi, je n'utiliserai pas celui-là parce qu'il commence à être utilisé pas mal. J'en ai acheté d'autres, mais vous allez voir, là, le principe est le même. Bien important aussi, là, ce type de produit-là dégage beaucoup de poussière. Fait que porter un masque, là, je le porte pas, mais c'est vraiment juste pour la vidéo, parce que je voulais vous parler en même temps. Mais bien important de le faire, là. Puis tu sais, je vais juste passer 2 secondes. Après ça, je vais probablement remettre mon masque. Salut! Ouais, comme je vous disais, là, c'est bien important là, de bien se positionner là, sur votre étau ou sur votre plaque ou avec votre pince en C. Moi, j'utilise ça quasiment tous les jours, un buffer. Je l'ai fait à main levée, mais bien important de le mettre appuyé, bien appuyé. Si vous avez des petites cales aussi en bois pour pas briser votre bois, les utiliser pour pas marquer avec votre clam, mais votre pince en C pour pas marquer le bois. Puis éventuellement, vous faites le tour, puis c'est ça. Fait que vous avez un beau petit couteau fait en quelques heures, à très peu de frais, de façon redneck. Fait que ça ici, ça va être pour aller à la chasse. Ça va être peut-être donné aussi. Regardez, j'ai peut-être une idée là. Regardez les vidéos là, puis peut-être qu'il va y avoir quelque chose là à la fin du vidéo. Salut! Ouais, j'oubliais une affaire bien importante aussi. Si vous voulez aiguiser votre couteau, là, tu sais, il n'est pas vraiment aiguisé. Il est très dur, l'acier est très dur, il est prêt à aiguiser. Une petite pierre à aiguiser, pas trop dispendieuse. Ça va faire la job pendant des années pour un couteau que vous amenez en plein air. Sérieusement, ce couteau-là va durer des années s'il est bien entretenu. On met une petite huile par-dessus, on huile aussi le manche. Sérieusement, il est super. Sérieusement, vous allez faire pas mal longtemps avec votre petit couteau de chasse ou votre couteau que vous avez fait. Bien important, si vous voulez qu'il garde une belle patine, huile, comme je vous disais, là, huile végétale, ça fait la job en masse.
Donc, j'espère que vous avez apprécié le petit tutoriel. Puis éventuellement, là, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là.